Here we go. Salut tout le monde, c'est J.D. Vance en direct de mon bureau à la Maison-Blanche. Le vice-président américain a pris hier les commandes du podcast qu'animait chaque jour son ami conservateur Charlie Kirk, tué par balle. Sans détour, il a accusé la gauche radicale d'être en partie responsable de sa mort. Nous devons parler de ce mouvement d'extrémisme de gauche incroyablement destructeur qui s'est développé. Il n'y a aucune unité avec ceux qui célèbrent l'assassinat de Charlie Kirk. Depuis l'assassinat de Charlie Kirk par un étudiant de 22 ans aux motivations encore floues, un climat de tension et de suspicion s'est installé. Des militants pro-Kirk traquent tout propos désobligeant sur celui qu'ils ont érigé en martyr. Bonjour, je m'appelle Quinn Pratt. Je débusque sur le net des gens qui se réjouissent de la mort de Charlie Kirk et je les signale à leur employeur. Et aujourd'hui, j'ai dit non. Justine du Nouveau-Mexique, tu es virée. Un licenciement express et brutal, c'est ce qui vient d'arriver à David, encore sous le choc. J'ai écrit que Charlie Kirk brûlait en enfer, parce que je pense que c'était pas une bonne personne. Le département du travail de l'Idaho m'a viré après ce commentaire sur Instagram, alors que c'était un compte privé. Une sorte de chasse aux sorcières ouvertement soutenue par Donald Trump. We are looking at names. These are really deranged people. And when you look at the agitators, you look at the scum that speaks so badly of our country, the American flag burnings all over the place, that's the left, that's not the right. Les appels à l'unité des démocrates n'y font rien. L'administration Trump accentue chaque jour la polarisation des débats. Alors les États-Unis basculent-ils dans l'autoritarisme et la violence politique? L'assassinat de Charlie Kirk représente-t-il un tournant pour la démocratie américaine? Et cela peut-il se produire également en Europe? Nos trois invités pour ce débat, Nicolas Conquer, bonsoir. Vous êtes porte-parole de Republicans Overseas France. Votre organisation représente Donald Trump. En France, selon vous, la guerre culturelle est la clé du combat que Charlie Kirk portait. Il y a une bataille anthropologique, ajoutez-vous. Elle doit se jouer dans les urnes, pas avec des balles. À côté de vous, Elisa Schell, professeure de sciences politiques à l'université de Nanterre. Dernier essai, La démocratie à l'épreuve du populisme, aux éditions Odile Jacob. Selon vous, la mort de Charlie Kirk sert l'agenda trumpien. Faire de Charlie Kirk un martyr républicain permet, selon vous, donc, de ressouder le camp conservateur et de réactiver le thème de l'ennemi intérieur. Et à côté de vous, Pierre Bourgois, vous enseignez à l'Université catholique de l'Ouest à Angers, vous êtes spécialiste de la politique américaine. Votre dernier essai porte sur le néoconservatisme américain, est paru aux Presses universitaires de France, et vous estimez qu'il y a une violence verbale et dans les actes dans les deux camps. Si l'espace public se résume à des attaques sans débat, c'est un signe de déclin de la démocratie américaine. Et on démarre avec l'appel du jour, Benjamin. C'est celui lancé hier par le vice-président américain J.D. Vance qui a pris exceptionnellement la place de l'influenceur assassiné dans le Charlie Kirk Show, très regardé, et c'était en direct de la Maison-Blanche. Quand vous voyez quelqu'un se réjouir du meurtre de Charlie, a exhorté J.D. Vance, dénoncez-le, appelez son employeur. Nicolas Conquer, entendre le vice-président américain appeler à la délation, est-ce que ça vous choque ou pas? Je pense qu'on ne peut pas se réjouir d'une société qui se réjouit de la violence politique, des assassinats qui sont motivés et de danser sur la tombe de personnes qui viennent de mourir et qui a un père de famille. Je pense qu'il y a quelque chose qui est clé dans la société américaine qui s'appelle le principe du name and shame, sur lequel on va venir vous dénoncer et vous tenir responsable pour les propos que vous avez affichés. Vous les avez affichés publiquement, on n'est pas dans un contexte de chasse aux sorcières, c'est-à-dire on va vous exposer à la vindicte populaire. C'est d'ailleurs représenté dans un roman historique dans l'histoire américaine sur la lettre écarlate, sur laquelle il n'y a pas de distinction entre la sphère privée et la sphère publique. Et donc, il faut assumer ça. Quitte à jeter de l'huile sur le feu. Quitte juste à s'assurer qu'on n'amplifie pas une normalisation de la violence politique par des gens qui viennent se réjouir de quelqu'un qui vient être assassiné devant les caméras du monde entier. Donc je pense qu'il est nécessaire d'arriver à couper avec ces franges, qu'elles soient à gauche, qu'elles soient à droite, qu'elles soient au centre. On ne justifie aucunement, on ne normalise pas, comme on a d'ailleurs même pu l'entendre sur des plateaux français, de dire qui sème le vent récolte la tempête. C'est absolument inacceptable. Alors après ce message, des Trumpistes ont repris la célèbre phrase du président américain quand il était animateur de télé, « You are fired », vous êtes viré, pour se réjouir ou appeler à des licenciements de dizaines de personnes. On va le voir sur Twitter, qui se serait réjoui de la mort de Charlie Kirk. Est-ce que pour vous, Elisa Schell, on peut parler de nouvelles
sorte de chasse aux sorcières? Est-ce que c'est un mot que vous utiliseriez? Non, je ne crois pas, parce que la chasse aux sorcières, elle est orchestrée dans et par l'État. Là, c'est une grande différence. Ce sont principalement des influenceurs, des militants, des gens de la société civile qui prennent la parole pour exhorter les uns et les autres à se comporter d'une certaine manière. Donc là, on n'est pas dans une forme de chasse aux sorcières, on est plus dans une situation qui renvoie, à mon avis, au vigilantisme américain. C'est une tradition qui date du XVIIIe siècle et qui veut que ce sont les citoyens qui se font justice eux-mêmes et qui sont légitimés par leur appartenance populaire et par les valeurs qu'ils défendent. Donc c'est une vieille tradition aux États-Unis que ce soit la société civile qui prenne la parole, et je crois qu'ici ce n'est pas exactement une chasse aux sorcières au sens où on l'entendait du temps de l'anticommunisme, par exemple. Exactement. Oui, Pierre Bourgois, finalement, c'est ce qui se passe sur les réseaux sociaux habituellement, quelque part, aujourd'hui. En effet, alors, cet épisode tragique donc, de la mort de Charlie Kirk nous montre en effet une forme de réalité bien trouble pour nos démocraties, qui est qu'en effet, Elisa Schell parlait du rôle de la société civile. On voit une société civile qui est de plus en plus polarisée, mais je dirais même plus que polarisée. Désormais, les adversaires politiques sont dépeints comme des ennemis politiques. Tout à l'heure, dans votre introduction, vous évoquiez le fait que j'évoque les deux camps, c'est-à-dire que dans les deux camps, aujourd'hui, on perçoit en effet son adversaire politique comme un véritable ennemi politique. Et les réseaux sociaux, le format classique des réseaux sociaux, fait qu'on a évidemment, on laisse peu de place au dialogue de fond. Même si Charlie Kirk était dans ce dialogue-là. C'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire que dans... mais dans l'échange. Exactement. Dans l'échange. Dans ce qu'on dépeint comme Charlie Kirk, l'incarnation de la jeunesse, finalement, de la jeunesse en tout cas conservatrice, Charlie Kirk faisait quelque chose que peu de personnes font dans les deux camps, à savoir prendre le temps de débattre. Prove me wrong, exactement. C'est ça. Et il le faisait. Prouvez-moi que j'ai tort. Exactement, sur des campus parfois très marqués à gauche. Donc il y avait une forme de courage politique d'aller le faire directement face aux adversaires politiques. Et c'est vrai que c'est plus qu'un symbole du conservatisme américain, c'est peut-être l'un des rares qui osait affronter le débat d'idées aujourd'hui complètement polarisé. Nicolas Conger, c'est pour ça qu'on est surpris quand on voit Matthew Dowd, ce journaliste, vous allez voir sur la chaîne MSNBC, il a été viré pour avoir tenu ses propos. Les pensées haineuses conduisent à des mots haineux qui conduisent ensuite à des actions haineuses. Bon, il exprime un propos. Pourquoi ce n'est pas un propos anodin. Aux États-Unis, garanti par la Constitution, le premier amendement qui garantit la liberté d'expression, les mots ne sont pas de la violence. Les mots ne sont pas de la violence. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous commencez à dire les propos de haine mènent au geste de haine, vous venez à normaliser le fait que la victime, ici Charlie Kirk, serait lui-même l'auteur et le responsable de son propre assassinat. C'est absolument aberrant et du coup, il cherche à relativiser, normaliser. C'est anti-américain au possible. Ce qu'on a vécu là, que vous soyez d'accord avec lui ou surtout pas d'accord avec lui, c'est une vraie atteinte au fondement de la démocratie américaine. Vous venez saper cette liberté d'expression. Elle ne vient pas du gouvernement, elle vient de courants qui sont peut-être une menace intérieure, des groupements terroristes de l'intérieur, qui sont animés d'une idéologie et qu'on normalise, parce qu'on a amplifié ça, on peut en reparler sur en quoi les algorithmes favorisent ça. Mais donc vous devez vous réjouir que les démocrates aient condamné unanimement, de Bernie Sanders à Barack Obama et beaucoup d'autres, l'assassinat de Charlie Kirk. Il y a eu des prises de parole très claires et je m'en réjouis. Bernie Sanders le premier, il n'y a pas de oui, mais... donc il était vraiment très clair, très tranchant. Je suis plus partagé sur certains éditorialistes, certains commentateurs, et je peux vous dire, moi je suis du Minnesota, Ilhan Omar, vous y regardez ses propos, sont tout simplement révoltants. Et je n'irai pas jusqu'à dire que c'est unanime dans la classe politique. Il ne faut pas tomber là-dedans. Je pense qu'évidemment, il y a 85%, si ce n'est plus, de la société américaine qui est saine. Et dans les franges, que ce soit à gauche comme à droite, il y a des gens qui sont chauffés à blanc pour avoir des mauvaises raisons. Et il faut arriver à se détacher d'eux et qu'ils reviennent dans le giron de l'état d'esprit plus sain. Elisa Schell, est-ce qu'en même temps, on a entendu parler de l'ennemi de l'intérieur? C'est aussi ça qui est nouveau dans la rhétorique, quelque part, américaine, de la part de Donald Trump, ou pas? Pas du tout. L'ennemi intérieur, c'est quelque chose qui est présent depuis les temps de la Révolution. Il change de visage. Dans ces premiers temps de formation de la République, on parle justement de l'ennemi intérieur et on incite les citoyens à porter des armes. C'est le sens du deuxième amendement. Les citoyens doivent pouvoir se défendre contre l'ennemi intérieur. Donc ça, c'est une rhétorique assez ancienne, qu'on a eue d'ailleurs aussi en France. Enfin, c'est un peu lointain maintenant, on ne s'en souvient pas, mais sauf qu'en France, la différence, c'est qu'on a forgé la notion de force publique, où c'est l'État
qui monopolise la violence physique légitime. Là, la question, c'est celle de la légitimation de la violence. C'est-à-dire, est-ce que telle ou telle violence est légitime? Et c'est ça le débat qu'on a au fond, puisque même si les élus démocrates, les grands élus démocrates nationaux ont pris parole pour dire qu'effectivement, il est clairement inacceptable que quelqu'un soit tué pour ses opinions, il y a aussi des moments de légitimation de la violence par les démocrates. On se souvient par exemple de Luigi Mangione en décembre 2024 qui avait assassiné le responsable d'une compagnie d'assurance privée en pleine rue sous prétexte que le système de santé était injuste. On se souvient aussi des violences suite à l'assassinat de George Floyd qui avait été marqué d'émeutes, etc., et qui avait été plus ou moins cautionné par les démocrates. Donc la question de la légitimité de la violence est vraiment au cœur, puisque elle est considérée comme légitime. Vous diriez que absolument. Elle est considérée comme légitime dès lors qu'elle est perçue comme étant de la résistance. Et c'est ça toute la question, c'est-à-dire que la résistance des uns peut être l'attaque contre l'ennemi intérieur des autres. La situation est parfaitement réversible, et il y a aussi une violence qui n'est pas partisane. La personne qui a tiré sur Donald Trump à Butler en Pennsylvanie n'avait pas d'affiliation politique très claire. Il avait même réfléchi à attaquer Joe Biden, d'après les papiers qu'on a retrouvés. Donc, il y a aussi cette situation-là. Avançons vers la notion, on va vous interroger à ce propos, de guerre culturelle. Avec vous, Anna, Charlie Kirk était un influenceur MAGA parmi les plus emblématiques. Communauté, je crois, de 12 millions de personnes qui le suivaient, d'abonnés, mais il n'était pas le seul. Non, il y a tout un écosystème d'influenceurs conservateurs gravitent en fait autour du mouvement MAGA et de Donald Trump. Et ils ont tous décidé de mener une guerre culturelle, une grande guerre culturelle, via les réseaux sociaux notamment. De manière générale, ces influenceurs mettent avant tout en avant leurs valeurs chrétiennes, nationalistes, sont anti-IVG, anti-immigration, anti-wokisme et plutôt pro-armes à feu. Il y a, vous allez le voir, la jeune génération, Bryce Hall, 26 ans. Il a soutenu la dernière campagne de Donald Trump. Il se rêve en boxeur professionnel et lui, il a la plus grande audience auprès des jeunes aujourd'hui avec plus de 23 millions de followers sur TikTok. Et puis, il y a aussi Kay Trump, 18 ans, la petite fille de Donald Trump. Elle promeut, les idées MAGA entre deux parties de golf et touche Make America Great Again. Make America Great Again. Vous avez raison de le rappeler. Et elle touche un public jeune, féminin, avec plus de 3 millions d'abonnés. Et puis de l'autre côté, eh bien, il y a des influenceurs créateur de contenu, je pense à Ben Shapiro, 41 ans. Il est le fondateur du média conservateur Daily Wire, avec une communauté de près de 5 millions d'abonnés. Et Matt Walsh, 39 ans, proche du Daily Wire lui aussi. Il a son propre podcast. Il a réalisé 2 documentaires assez controversés. What is a Woman? Qu'est-ce qu'une femme? Et Am I a Racist? Est-ce que je suis raciste? Et depuis la mort de Charlie Kirk, eh bien, ces 2 influenceurs appellent les conservateurs, je les cite, à faire entendre leur voix plus haut et plus fort que jamais, et à reprendre le micro taché de sang là où Charlie l'a laissé. Alors Pierre Bourgois, quand on entend ça, est-ce qu'il faut s'attendre à avoir des discours plus virulents, plus tendus sur les réseaux sociaux de la part de ces conservateurs dans les semaines ou mois à venir? Plus tendu sur le fond, je ne sais pas. Le discours actuel est déjà extrêmement, comme je disais tout à l'heure, polarisé. Et sur les enjeux de fond, Charlie Kirk, c'était quelqu'un qui prenait ouvertement position donc, contre l'avortement, contre l'immigration illégale, notamment. Donc je dirais que sur le fond, on va avoir les mêmes classiques, si vous voulez, les mêmes thématiques de part et d'autre, c'est-à-dire pour la gauche comme pour la droite. Je dirais qu'en effet, on a vu lorsque l'épouse de Charlie Kirk a fait son témoignage 2 jours ou 3 jours, je ne me rappelle plus, après sa mort, elle a appelé les conservateurs à reprendre le flambeau du combat donc, de Charlie Kirk. Donc en effet, ce qu'on peut, et c'est peut-être la déclaration de J.D. Vance, ce qu'on peut attendre, c'est en effet de voir des conservateurs au sens large, pas forcément influenceurs, personnalités politiques, qui prennent donc ce flambeau et qui essaient de reprendre le combat. Est-ce qu'ils arriveront à être aussi efficaces que Charlie Kirk dans son style, à savoir débattre avec tout le monde comme il le faisait? J'ai quelques doutes. Alors justement, Nicolas Conquera, est-ce qu'on peut encore débattre aujourd'hui aux États-Unis? Et est-ce que ces influenceurs en particulier, est-ce qu'ils doivent craindre pour leur vie? Justement, certains l'affichent désormais. Est-ce que ça va être possible? On se souvient l'année dernière, à Butler, en Pennsylvanie, Donald Trump fait l'objet d'une tentative d'assassinat. Il y a 1 an, jour pour jour, Donald Trump fait l'objet d'une 2e tentative d'assassinat sur son golf en Floride. Charlie Kirk qui meurt, sa seule arme à la main, c'est son micro. Il y a eu il y a 3 mois, il y a une élue démocrate qui a été... Hartman, qui a été assassinée avec son mari. Le couple Hartman, le mari de Nancy Pelosi. On est en train de parler à la question et je réponds, qui est de pouvoir donner des événements en public qui étaient davantage compétitifs parce que les conservateurs
L'Intérieur, eux, osaient ce terrain, aller au ras des champs. La campagne de Kamala Harris et des démocrates, c'est très virtuel. Regardez, Zoran Mamdani à New York, c'est que des vidéos TikTok. Mais Melissa Hartmann, qui était une démocrate et qui était pour l'avortement, elle est aussi au contact des gens. Elle a été assassinée ainsi que son mari. Elle a été dans son domicile par quelqu'un qui est sans doute frappé de schizophrénie. C'est dramatique, c'est un drame. Mais allons pas faire de fausses équivalences. Là, on a un acte politique qui est motivé par une idéologie mortifère. C'est quelqu'un qui a été complètement endoctriné, sous emprise, par une idéologie LGBT qu'on a tous voulu nous passer à couvert. On va dire, non mais il n'y a rien, c'est sans doute un partisan de Charlie Kirk qui a tiré dans un excès d'excitation, quelqu'un sur MSNBC qui vous dit ça. Je veux dire, il y en a marre de cette omerta où on se moque profondément de nous. Maintenant, est-ce que ça va être possible de le faire? Je pense que les gens, certes, il y a une émotion, de se dire, mais en fait, on va risquer notre vie, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Je pense qu'ils vont se dire, il faut reprendre le micro de Charlie Kirk là où il est tombé, et c'est ce à quoi nous exhortait Erika Kirk, sa femme, à travers les pleurs de cette veuve qui vont paraître de part de monde. Est-ce que c'est une dispute idéologique exacerbée, notamment par cet assassinat, où il y a carrément un risque de guerre civile dont on parle depuis quelques mois aux États-Unis? C'est excessif ou pas? Je crois qu'il y a une instrumentalisation des faits de violence. Il y a d'une part une violence endémique aux États-Unis, récurrente, contre des démocrates, contre des républicains. Et puis, il y a la récupération politique de cette violence. Par qui? Là, en l'occurrence, c'est favorable à Donald Trump, clairement. C'est comme le cynisme de dire qu'il y a de la récupération. Attendez, laissez-moi terminer. Laissez parler Elisa Schell et vous répondrez après. Il y a tout intérêt, d'un point de vue politique pour Donald Trump, à réutiliser ces faits. Et d'ailleurs, il y a eu encore quelques semaines, un fait qui a été ressorti au sujet d'une jeune femme, jeune ukrainienne, qui a été tuée très violemment dans les transports publics à Charlotte, en Caroline du Nord. Et ça sort au moment où Donald Trump est en difficulté sur l'affaire Epstein. Donc, il y a forcément une instrumentalisation politique de ces faits-là pour des raisons partisanes évidentes. Donald Trump a besoin de détourner l'attention aussi des cas qui sont des questions qui sont assez lourdes. En ce moment, la question de l'affaire Epstein qui divise le corps républicain, qui pourrait le compromettre dans un réseau de prédation sexuelle. Jeffrey Epstein. Donc, il y a aussi la question de sa politique concrète, c'est-à-dire la question de l'économie, les questions internationales, le président de l'appel, la guerre en Ukraine, la situation au Proche-Orient, alors que les bombardements sur Gaza ont repris encore aujourd'hui. Donc, je pense que ce type de fait, qui est, hélas, récurrent dans l'histoire américaine et aussi réutilisé à des fins plus court-termistes. Au lendemain du décès de George Floyd au Minneapolis, il y a eu donc le mouvement Black Lives Matter qui s'est soldé par des mouvements d'émeutes violentes, de pillage, 2 milliards de dollars de dégâts matériels, des vies humaines qui sont passées, de la caution, voire même de la connivence avec des démocrates, notamment Kamala Harris qui payait les cautions de ceux qui étaient retenus. Vous l'avez vu, on a vu quelques images, mais qui montrent la prière et le recueillement. Aujourd'hui, la violence, la colère, elle est internalisée, mais elle va être mobilisée en vue de mener le véritable combat qui va se jouer dans les urnes. Donc il n'y a pas eu d'échauffourée, d'émage, de violence à la suite de cette tentative qui est particulièrement violente et qui touche une personne qui est au sommet de l'édifice MAGA. C'était quelqu'un qui pouvait être un président en devenir de par son écho et sa connexion avec l'autre. C'est-à-dire que je pense qu'on se trompe de débat. Le débat n'est pas sur la récupération politique. Je ne connais pas un seul événement politique qui ne connaît pas des récupérations politiques directes ou indirectes. Je veux dire, vous parliez de George Floyd, il est évident qu'à l'époque, le Parti démocrate s'est servi de cet événement, directement ou indirectement, pour faire avancer leur programme politique, leur opinion politique. Et c'est la même chose, évidemment, pour Charlie Kirk. Et je dirais que c'est faire même un mauvais procès. Imaginez une situation où les élus politiques ne parlent pas de cet événement et n'essayent pas de tirer l'événement, non pas pour des fins personnelles, même s'il y a toujours des fins personnelles dans une carrière politique, mais aussi simplement pour faire avancer un agenda politique. Ça me paraît tout à fait normal. Agenda politique, et parce que ça a eu un écho aussi en Europe. Elon Musk s'est invité samedi en duplex dans la manifestation d'extrême droite contre l'immigration qui avait lieu à Londres, où Charlie Kirk était érigé en martyr. Regardez. If this continues, that violence is going to come to you. You will have no choice. You're in a fundamental situation here where whether you choose violence or not, violence is coming to you. You either fight back or you die. You either fight back or you die. Elisa Schell, vous sentez une forme d'importation de ce qu'on voit aux États-Unis ici en Europe?
Alors, dans une certaine mesure, pour être brève, il y a à la fois des forces antidémocratiques qui agitent l'Europe, Elon Musk, des groupes pro-russes, qui font tout pour déstabiliser les démocraties et avancer leur agenda politique. Mais on a aussi en France, pour parler de notre pays, une situation avec des garde-fous différents de ceux des États-Unis. On a une violence beaucoup plus monopolisée par l'État, donc l'exercice de la force publique, le travail de la police, la surveillance territoriale, qui rend beaucoup moins probable la survenue. Ces garde-fous n'existent plus aux États-Unis aujourd'hui pour vous? Ce dont vous dites qu'ils perdurent en France? C'est juste que la violence est davantage... traverse davantage la démocratie américaine et davantage exercée par les groupes de la société civile de manière historique. Nicolas Conquer, le Premier ministre, a parlé à propos des propos d'Elon Musk, de propos incendiaires et dangereux. Je pense que là, l'hommage, moi je suis davantage placé sur le signe du recueillement et de l'hommage. Et donc c'est mon sens de l'initiative que nous montons à Paris ce vendredi pour rendre hommage, mais aussi de voir en quoi ce tribut, cet héritage qu'il nous laisse, il nous oblige. Vous ne répondez pas à la question, là je vous demandais si vous... Est-ce que c'est incendiaire? Je veux dire, là... Les propos du Premier ministre britannique, si on tue nos activistes et que vous ne ripostez pas, et la riposte, c'est la mobilisation, c'est Charlie Kirk, ça n'a jamais été un pro-violence, c'était un activiste, on l'a dit, au ras des champs, il tendait un micro, c'était sa seule arme, et sa seule violence, c'était de débattre. Et il le faisait avec un certain succès. Sur les connexions avec la société française, évidemment, je pense qu'il faut être inquiet. Alors, je rejoins Elisa Schell, c'est-à-dire que les racines profondes du problème seront peut-être les mêmes, mais c'est vrai que l'État français semble peut-être plus à même de répondre que l'État américain ou la société civile aux États-Unis est bien plus diffuse, bien plus importante également. Mais je dirais qu'attention, quand on voit les déclarations de certains responsables politiques français, dont je tairai le nom ici, je trouve que d'une manière générale, il y a une dégradation globale du débat démocratique aussi en France. Merci à tous les trois d'être venus débattre de façon apaisée.